et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons discuter alimentaire et plus particulièrement bio. Les consommateurs veulent mieux se nourrir. C'est donc assez logiquement que nous observons une augmentation continue des offres bio dans les rayons de nos magasins. Et parallèlement à cette tendance de fond, nous avons vu, et vous allez comprendre pourquoi, je le cite, un recentrage stratégique de Carrefour dans le secteur du e-commerce autour de la food. Alors, pourquoi, vous allez le voir, qui mieux qu'un pure player du bio, racheté par Carrefour pour parler de tout ça. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Romain Roy, le cofondateur et CEO de Greenwiz, le numéro 1 du bio en ligne. Bonjour Romain, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Eh bien bonjour, d'abord merci, un grand merci parce que j'arrive dans ce podcast après une liste d'invités illustres, tous plus réputés les uns que les autres, donc j'arrive de manière assez humble, je ne te le cache pas, mais bon, je vais me présenter. Donc je suis Romain Roy, donc j'ai 46 ans, marié à une femme fantastique, père de 4 enfants, j'habite sur les bords du lac d'Annecy. Et voilà, j'ai un parcours finalement universitaire assez classique avec une école d'ingénieur, en l'occurrence Supélec. Suite à cette école, je suis parti à l'étranger, en Espagne, faire mon service militaire, tu sais, à l'époque où ça existait encore, en tant que coopérant dans une entreprise française à Madrid. J'y ai pris goût, je suis resté un petit peu plus longtemps en Espagne. Là, donc, parce que tu es donc ingénieur, hein, Ouais. Donc tu as trouvé une entreprise pour ta coopération qui était en lien avec en fait, les études que tu avais fait. Tu faisais quoi ? Non, pas vraiment. En fait, en l'occurrence, moi, à la fin de Supélec, j'ai fait en parallèle un DEA de physique quantique. Tu vois, parce que à l'époque, je me demandais en fait si j'avais pas envie de devenir chercheur, pour tout te dire. Et j'ai fait ce DEA, c'était passionnant. Mais en même temps, je me suis rendu compte en fréquentant les chercheurs dans les laboratoires que je ne me voyais pas passer 30 ou 40 prochaines années dans un laboratoire, justement. Et donc, j'ai décidé d'aller faire mon service en Espagne pour un peu m'ouvrir l'esprit, aller voir d'autres choses. Et je me suis retrouvé, c'est assez drôle d'ailleurs pour quelqu'un qui dirige un site écolo aujourd'hui, je me suis retrouvé à faire ma copée chez l'ancêtre d'Areva qui était la Cogema. Donc une entreprise du nucléaire. Et bon, c'était un service, c'était somme toute assez intéressant parce que j'étais chargé de faire des revues de presse. Donc si tu veux, je lisais la presse espagnole tous les jours en long, en large et en travers. Tu maîtrisais déjà l'espagnol avant de partir ? Ouais, je maîtrisais un petit peu l'espagnol, mais j'ai fini l'apprentissage sur place. Mais j'avais déjà fait espagnol quand même pas mal. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'Espagne ? Tu avais un feeling particulier ? Moi, j'ai toujours été attiré par le soleil. J'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais jeune en suivant mes parents, notamment au Brésil. Donc j'aimais beaucoup le soleil. Et à l'époque, j'avais cherché un poste de coopérant dans plusieurs pays et la destination la plus au sud, c'était Madrid. Donc j'étais allé à Madrid. Donc tu as fait 18 mois à Madrid, c'est ça ? Alors j'ai fait, c'était un petit peu moins, sauf que là-bas, tu sais, j'étais jeune et un petit peu foufou encore. Donc, là, on est en quelle année ? On est en 98, fin des années 90, 98 par là. Voilà. Et donc, à l'époque aussi, j'ai découvert un peu la musique électronique. Donc, j'étais aussi DJ à mes heures perdues. Donc, tu vois, après ma coopération, je suis resté là-bas. Je travaillais, je mixais. Voilà, j'avais une vie un peu comme ça. Et en même temps, j'avais plein d'amis qui étaient restés en France et qui passaient leur temps à m'appeler en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? On lance tous des startups, c'est le boom de l'Internet, etc. » C'est vrai que j'étais un peu déconnecté du monde jusqu'au moment où ils ont fini par me convaincre. Et en 99, j'ai fait le chemin de retour et je suis rentré bien sagement en France pour aller travailler moi-même dans le milieu du web et de l'Internet. Alors à Annecy ou ailleurs ? Non, là je suis rentré à Paris. Je rentre à Paris en fait et j'ai la chance, c'est vraiment une opportunité, je me rends compte a posteriori, d'intégrer ISDNet. ISDNet en fait qui était à l'époque le tout premier opérateur IP français. En fait finalement c'était les premiers en France qui ont créé des salles d'hébergement et hébergé des serveurs. Et donc on hébergeait... pratiquement toutes les premières startups françaises de l'époque étaient hébergées chez ISDNet. On a aussi lancé à l'époque les premiers fournisseurs d'accès Internet. Puisqu'à l'époque, Club Internet et autres. Il y avait Club Internet, il y avait Magéos, il y a eu Liberty Surf au tout début. Il y a eu avec les fameux CD-ROM qui étaient distribués. C'est ça, les kits de connexion, ça s'appelait. On était les rois des kits de connexion. Et c'était super parce qu'au-delà de la dimension métier qui, moi, m'intéressait, de voir... Mais là, tu faisais quoi concrètement chez eux ? Moi, je suis rentré comme chef de projet. Donc, en fait, j'avais la responsabilité technique d'un certain nombre de clients et je coordonnais les opérations sur un certain nombre de clients. Mais la beauté du truc, il y a eu deux éléments qui étaient vraiment géniaux dans cette expérience pour moi. C'était
les entrepreneurs qui avaient monté ISDNet, qui étaient deux entrepreneurs qui s'appelaient Christophe Bach et Patrice Giamy, qui ont été, je pense, qui ont inspiré toute une génération d'entrepreneurs. Parce que c'est fou de le dire, mais quand je regarde aujourd'hui les gens qui composaient le staff de cette boîte, presque tout le monde, sans exception, a monté une boîte. Ouais. Et beaucoup avec succès. Donc c'est quand même des mentors. Ouais, des mentors, des sortes de mentors. Donc, évidemment, super expérience à leur contact, de voir ce que c'était que d'entreprendre. Et puis l'autre truc super pour moi dans cette expérience, on y reviendra peut-être après, c'est que j'ai rencontré la personne qui serait plus tard mon premier associé au moment où je me lancerai dans l'entreprise entrepreneuriale. Donc là, tu restes dans cette boîte qui fait de l'hébergement. Combien de temps ? Hébergement télécom, on va dire. Ouais. J'y arrive en 99, en fait. Et j'y reste. Cette boîte ensuite est vendue à Cable & Wireless, qui est l'opérateur télécom du Commonwealth, en schématisant. Et là, une fois que c'est racheté par Cable & Wireless, je reste et je me retrouve assez vite au comité de direction France de Cable, en tout cas à leur côté. C'est une boîte qui a quelle taille ? C'était gigantesque Cable à l'époque. Non, mais en France... ISDNet Ouais. ISDNet, quand ça a été racheté, il devait y avoir peut-être une... C'est loin maintenant, je suis vieux, tu sais, mais il devait y avoir peut-être 150 personnes, je pense. 150 personnes. C'était en francs, en plus, les chiffres d'affaires à l'époque, donc je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais bon. En tout cas, voilà, derrière, je fais un peu mon trou chez Cable & Wireless et on me demande de participer à l'organisation du plan social, en fait, parce que, tu sais, évidemment, on arrive au moment de l'éclatement de la bulle. Donc là, on est en 2001 ? Ouais, 2002. 2002. Et donc, je fais ça, mais je bénéficie, en fait, je demande à bénéficier du plan en premier, donc à pouvoir partir. Et donc j'organise le plan, qui s'appelait le plan Tiger, je me souviens à l'époque, c'était assez marrant. Ouais. Mais c'était des plans, tu sais, un peu à l'anglaise, les gens se battaient plus pour être dedans, parce que tu partais vraiment avec un beau chèque. Ouais, un beau chèque. Et donc je prends ce chèque, justement, et je m'associe avec Richard Feingold, qui est donc la personne que j'avais rencontrée chez ISDNet, mon premier associé. Et ensemble, on monte G3net. Donc là, on est 2002. Là, on est 2003. 2003. Ouais. Donc G3net. Ouais, G3net qui se positionne, qui trouve son métier à tâtons. Au début, on voulait monter un truc. Mais c'est quoi votre idée de départ ? Non, l'idée de départ, mais c'est pas du tout celle qu'on a mise en œuvre. L'idée de départ, c'était ça qui est intéressant. C'était de se dire, on va faire un. Tu sais, c'est le début du Wi-Fi. Ouais. Et on s'est dit, on va faire un fournisseur d'accès Wi-Fi. Et en fait, en mettant des hotspots partout, et tu vois, Pierre, je sais pas si tu te souviens de cette époque-là, il y a eu pas mal de boîtes qui sont sorties comme ça. Et on était parmi les premiers. Et en fait, rapidement, on étudie le truc et on se rend compte que c'est pas super comme idée et que ça va être compliqué à mettre en œuvre. Mais encore une fois, comme quoi le hasard fait bien les choses, on a la chance d'être hébergé physiquement par Christophe Bach et Patrice Giamy, donc les anciens patrons d'ISDNet, qui eux, entre-temps, avaient monté une boîte qui s'appelait B3G Télécom et qui développait des solutions de téléphonie sur IP. Et donc finalement on se rend compte que on a la capacité assez facilement de les vendre, de les installer ces solutions, et on devient une espèce de revendeur de solutions de téléphonie sur IP pour B3G Télécom. Donc là c'est très opportuniste, vous prenez votre casquette de commercial, il y a une offre qui a été montée par des copains. C'est ça. Et vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez vendre ces offres-là. C'est ça, on va vendre ces offres-là et puis les installer. Le truc, c'est que Richard, il avait un profil vraiment très technique, donc hyper à l'aise sur la techno, voilà, et moi, j'étais plus la dimension commerciale. Donc vous êtes complémentaires. On est hyper complémentaires, en plus en caractère, complémentaire en caractère, c'est-à-dire que moi, je suis assez difficile à vivre, mais lui, c'était une patte, donc du coup, l'association va bien. Et puis, donc, on fait 4 ans comme ça jusqu'en 2007. Où finalement on arrive à développer la boîte, mais en étant honnêtement des entrepreneurs d'assez bas niveau quand même. Donc en 2007, quelqu'un vient nous voir en nous proposant de racheter la boîte, et c'est un peu le coup de chance, parce que on savait pas vraiment où on allait, si tu veux, si personne n'était arrivé ce jour-là. Mais là, vous étiez combien ? On n'était pas beaucoup, on était une dizaine, je crois. À faire le même métier de revente et d'installateur. Une dizaine dans la boîte, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement, à faire ce métier-là. Et donc arrive ce jour donc, où quelqu'un vient vraiment frapper à la porte, c'est quasiment ça, physiquement dans nos locaux, en disant que voilà, il cherche une boîte qui ressemble à la nôtre à racheter pour un de ses clients, c'est un avocat. Et on finit par être vendu à un groupe français informatique qui s'appelle Ornis, qui lui-même à l'époque était en discussion pour se faire racheter par un autre groupe qui s'appelle Risque Group. Et qui avait besoin de rajouter dans son catalogue un peu de téléphonie sur IP. Et donc, voilà, par le biais du rachat de G3net, ça leur permet de se valoriser un petit peu plus. Au moment où ils se revendent à risque. Vos clients, à ce moment-là, c'était
Qui? Des boîtes, des petites boîtes, des TPE. C'est plutôt de TPE, PME, quoi. Et comment vous faisiez pour les démarcher? Écoute, tu sais, à l'époque, là, il y avait, on vendait de la minute aussi. On faisait de la téléphonie sur IP et aussi de la minute, ce qu'on appelait de la présélection. Je sais pas si tu te souviens à l'époque. C'était vraiment le début de la sortie de France Télécom obligatoire. Donc, on arrivait avec. Finalement, le discours commercial était assez simple. C'était moins cher. C'était nettement moins cher. La présélection, tu avais des tarifs d'appel qui étaient nettement moins chers. Et la téléphonie sur IP aussi. Donc, et puis la téléphonie sur IP, ça remplace. On se souvient pas, mais à l'époque, les centraux téléphoniques d'entreprise, ça s'appelait des PABX. Ah non, mais je me souviens très bien. C'était des énormes des machines. Des trucs horribles. Impossible à bouger. Qui étaient gérés par des installateurs qui faisaient payer des fortunes. Ouais. Et donc, le discours était assez simple finalement. Enfin, en tout cas, montrer aux clients potentiels, aux prospects, l'intérêt de ce qu'on faisait, c'était assez facile. Donc voilà, après, moi, j'ai jamais été un très bon commercial. Et sincèrement, on a fait du commercial, pas de manière intensive et professionnelle, mais plus opportuniste, par des amis qu'on connaissait, puis l'un qui parlait à l'autre. Et voilà, enfin, tu vois, ça a été un développement, franchement. Là, vous le faites quoi, 4 ans, un truc comme ça? 4 ans, ouais, 2003-2007. Alors, tu vois, paradoxalement, quand j'essaie je regarde en arrière, je me dis. Bon, la tonne d'erreurs, quoi. Enfin, tu vois, vraiment le brouillon d'entrepreneuriat, presque. C'est quoi les erreurs que tu as commises et qui, quelque part, te serviront pour la suite? Très peu de rigueur dans la gestion de la boîte, assez peu de prévision, tu vois, pas du tout de notion de BP à 3 ans ou de BP, même de budget chaque année. Tu pilotais avec le compte courant? Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Je vois que ça te fait sourire, mais oui, c'est ça, exactement. C'est ça. On était vraiment là-dedans. Donc... voilà, donc en même temps, super coup de bol parce que ça se termine bien, tu vois. Et puis quelque part, même si ça s'était mal terminé, c'est le genre d'expérience où tu apprends tellement que bon, je n'aurais pas regretté quand même. Donc tu as appris quoi? Tu as appris ce que c'est qu'un client? Tu as appris quoi? Le service après-vente? C'est quoi ce que tu as... C'est difficile à définir, mais je sais pas, je saurais pas t'expliquer. Je crois que j'aurais du mal à te dire précisément ce que j'ai appris, mais ce que je sais, c'est que quand j'ai remonté une boîte derrière... T'as pas fait la même pareil. Ouais, et puis j'étais dans une disposition d'esprit qui était complètement différente, si tu veux. Tu vois, j'avais comme si le fait d'avoir eu une première expérience, ça m'avait rendu plus fort, sans être capable véritablement de te définir pourquoi je me sentais plus fort. Évidemment, tu sais, le fait d'avoir été assez peu rigoureux en gestion, plus les années passaient, plus je m'en rendais compte quand même que c'était important et que ça commençait à devenir problématique. Ah, tu voyais les lacunes, en fait, tu les avais déjà identifiées à défaut. Oui, tu vois, tu les vois. On était naïfs, mais pas complètement inconscients. Donc au bout d'un moment, si tu veux, on voyait nos erreurs. Donc quand tu recommences du coup après une expérience à zéro, tu te dis bon, ça je vais quand même faire attention. C'est un apprentissage. Ouais, c'est un apprentissage. De toute façon, il n'y a rien de mieux que de monter une première boîte pour apprendre ce que c'est que de monter une boîte et de voir comment tu vas faire la fois d'après. Et voilà. Et donc on arrive en 2007 où donc on se fait racheter par ce Exit donc. Ouais. Vous sortez, vous restez pas. Si on reste justement. On est loqué un an. On est loqué un an minimum par le deal. Et puis en fait finalement très vite c'est l'enfer parce que les gens qui nous ont rachetés en fait en ont rien à faire. C'était vraiment juste dans la logique de se faire racheter. Donc on se retrouve plus ou moins placardisé, plus ou moins dynamique pour faire nos preuves dans la nouvelle structure. Et donc moi j'en profite assez vite pour commencer à réfléchir à ce que j'allais faire après. Ce qui n'a pas été le cas de Richard d'ailleurs, ce qui est marrant, parce que Richard finalement continue à bosser là-bas, alors avec des rachats successifs, donc c'est plus la même boîte du tout, mais voilà. Mais il a continué l'histoire. Et c'est une belle histoire aussi de son côté, d'ailleurs. Comme quoi, il n'y a pas qu'un chemin. Il y a jamais qu'un chemin. Oui. Et donc, moi, je commence à me demander ce que je vais faire après. J'annonce à ma femme que je suis plutôt partant pour remonter une boîte, ce qui me menace de me mettre à la porte, évidemment, après avoir vécu les premières années. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a été dur pour elle? Qu'est-ce qui a été dur pour vous? Parce que c'était quand même, tu vois, c'était une première expérience où on travaillait quand même énormément. Enfin, c'est l'absence. J'avais pas de week-end. Tu vois, j'étais tout le temps. De toute façon, tu as été entrepreneur, donc tu vois ce que c'est. Tu es tout le temps sur mon téléphone, à surveiller mes mails, mes trucs, machin. Donc voilà, c'était pas. Et puis elle se disait, si tu veux, il faut bien avouer qu'à sa place. 4 enfants. Oui, pas encore à ce moment-là, mais je veux dire, c'est qu'à sa place, elle venait pas d'assister à un spectacle de réussite absolue où tu te dis, ouais, génial, il va monter une autre boîte, ça va être un carton. Tu vois, elle était assez sceptique. D'ailleurs, on en rigole maintenant parce qu'elle me dit souvent, c'est marrant quand je vois ce que c'est devenu, quand je me souviens de ce que je te disais au début quand tu as monté Greenwiz, c'est quand même drôle. Enfin bref. Et en tout cas, j'hésite quand même en me disant, est-ce que je repars comme cadre sup dans une boîte ou est-ce que est-ce que tu suis Richard quelque part ou alors est-ce que tu recommences? Ouais, voilà. Alors suivre Richard, c'était pas possible parce que j'avais mis tellement peu d'entrain, si tu veux, que je m'étais fait mettre à la porte de la boîte. Le mouvement, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis finalement, là, je discute avec un ami de lycée qui s'appelle Cardo Miranda et qui lui,
quelqu'un de extrêmement brillant et qui lui travaille un petit peu en étudiant pas mal de boîtes aux États-Unis pour des fonds et qui me dit il y a vraiment un mouvement de fond sur le e-commerce green et finalement de fil en aiguille on en vient à se dire tiens on va faire ça. On va faire ça et donc on se dit on va lancer une boîte. Et donc on va faire ça, on va se dire voilà comment nous on va faire pour la France. C'est ça, pour faire du e-commerce green. Donc je dis bien green parce qu'à l'époque on n'est pas du tout sur le bio. Hein. On est vraiment sur le e-commerce green. Ouais, tu vas nous dire ce que ça veut dire le green parce que on va remettre les choses, on rembobine. On est 12 ans en arrière. Ouais. 12 ans en arrière, le e-commerce n'est pas mature comme il l'est aujourd'hui, loin de là en 2008. Et puis alors le bio ou le green. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas faire de greenwashing. Alors, à l'époque, les quelques-uns, c'était pas du tout aussi mature qu'aujourd'hui. Ta femme, là, elle te prend pour un allumé, non ? Ouais, c'est toujours le cas, je te rassure. mais le truc, c'est. Non. Mais en fait, je t'ai dit tout à l'heure que le Karl de Miranda en question était brillant, donc visionnaire. Ça l'a rassuré. Donc lui, oui, ça l'a rassuré, mais c'est surtout ça qui m'a convaincu. Enfin, et puis. Donc là, comment vous commencez en fait votre collaboration toi, tu es toujours encore un pied dans le. Non. On commence fini. quand on commence. T'es déloqué. Ouais, on commence quand je pars. Enfin, je te dis quand on me fait partir. Le jour où on me fait partir, on commence. Et là, écoute, franchement, on commence vraiment quand tu dis d'une feuille blanche, c'est d'une feuille blanche. Donc déjà, la première chose qu'on se dit, et encore une fois, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je pense que c'est surtout Karl qui se dit ça à l'époque, qu'on n'y arrivera pas si on n'est pas financé d'entrée de jeu. Ok, donc ça, c'est un préalable. Préalable. On a la chance au travers de... T'expliques pourquoi il dit ça ? Ouais, volonté initiale de notre part d'avoir un catalogue très large. Pourquoi ? Parce qu'on se dit... ce qui manque, c'est un magasin où tous les gens qui sont sensibles à ces thématiques de l'écologie puissent trouver. Là, tu es déjà dans la mise en œuvre. Finalement, la Ouais. proposition, vous réfléchissez à une proposition de valeur parce que pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose, il faut que vous ayez identifié Absolument. la proposition de valeur. Quand vous êtes devant votre feuille blanche, tous les deux autour d'une table en train de réfléchir à ça, in fine, c'est quoi la proposition C'est de one valeur stop shop pour les produits écologiques. En gros, on veut faire un site où quand quelqu'un a un mode de vie écologique et est intéressé par un produit qui touche de près ou de loin à l'écologie, soit sûr de le trouver sur notre site. D'accord. Donc e-commerce parce que y a tout qui laisse penser que c'est le canal de distribution. À l'époque, parce que tu t'as dit tout à l'heure, 2008, c'est pas développé e-commerce, tu as quand même déjà de très très belles réussites. Hein. Là, déjà, tu as déjà des showrooms privés, des ventes privées et compagnie qui cartonnent. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir par rapport à aujourd'hui. Et entre autres, la maturité du consommateur n'était pas du tout la même il y a 12 ans que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on comprend le e-commerce. Le bio, le marché du bio, enfin du green, tu parles de green et pas de bio, il est comment il y a 12 ans Alors, c'est très compliqué. C'est des Happy Few, c'est des bobos, c'est un peu ça. Alors, d'abord, juste pour finir, parce que j'allais finir par une anecdote, en fait. Donc, on se dit, on va monter un site de e-commerce green, parce que parfois, souvent, on me demande d'où vient le nom, donc j'allais te le dire. Et donc, on se dit, on va regarder un nom de domaine dans lequel il y a green. Sauf qu'on se dit, on va pas le prendre en .fr parce que dans nos rêves les plus fous, on se dit déjà, un jour on sera internationaux, donc on va regarder dans les .com. Et donc on regarde les noms de domaine avec .com qui contiennent green, sauf qu'à l'époque, évidemment, comme c'était la furie aux États-Unis du green, t'imagines bien que la liste de choix était restreinte. Donc on se retrouve, en l'occurrence, Karl se retrouve à devoir choisir dans une liste très petite de noms. Et au milieu de cette liste, il y a Greenwiz, avec donc cette espèce de symétrie des deux E de chaque côté. Et finalement qu'on adopte assez vite, d'où le nom Greenwiz. Voilà. Ok, donc ça c'est coché. Pour revenir à ta question sur l'état du marché, évidemment à l'époque c'est très embryonnaire par rapport à aujourd'hui. En gros, tu as deux catégories. Tu as les early adopters qui sont un peu des vieux hippies qui sont encore là. Mais quand même, déjà à cette époque, c'est quand même des thématiques qui commencent à arriver sur la table, hein, sur la pollution de l'air, sur la pollution de l'eau. Enfin, c'est déjà des sujets quand même. Donc, évidemment, qui ne sont pas du tout aussi mass market qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Mais quand même, c'est quand même des sujets qui existent déjà, quoi. Donc ça, vous avez votre proposition de valeur. Voilà, le lieu unique, le guichet unique pour trouver tout ce qu'on veut sur le bio, sur le green. Bon, maintenant que vous avez ça, il faut concrètement se lancer. Et tu expliques que Karl a la conviction, et tu y adhères, que ça ne sert à rien de se lancer si on n'a pas validé le financement. C'est ça ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Exactement. Et puis c'est le fait aussi que lui avait un entourage, notamment son père, qui était très
très à même des sujets financiers et qui rapidement ont aussi livré cette analyse qu'il nous fallait du cash si on voulait démarrer et faire quelque chose de correct. Quand on veut avoir... Nous, notre ambition dès le départ, c'était d'avoir 3000 références au catalogue. Je sais pas pourquoi on s'était dit ça. Il nous faut 3000 références au catalogue. 3000 références au catalogue, si tu veux faire, ne serait-ce qu'avoir un petit peu de stock, etc., enfin, tu vois, en termes de cash immobilisé, ça va très très vite. Donc on s'est dit, il nous faut du cash. On a eu la chance de tomber sur des gens super. Non, attends, il faut du cash, ça veut dire que l'idée, c'est de dire, je vais lever de l'argent sur des PowerPoint. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. C'est toujours intéressant. C'est exactement ça. C'est plus toujours aussi possible. Non, c'est plus compliqué maintenant. Attention, ça paraît merveilleux comme ça. Ça n'a été possible que parce que c'était du love money. C'est-à-dire qu'on a levé du cash, mais on n'a pas été voir des fonds d'investissement institutionnels. Vous aviez identifié le volume En fait, on s'était dit besoin de 360 000. Ok. Voilà. Et on a été les trouver auprès du père de Karl, de quelqu'un de génial qui s'appelle Jean-Paul Bise, qui était un entrepreneur très successful, très riche, et qui a cru au projet et qui l'a soutenu pendant très longtemps. J'en suis encore reconnaissant. Et puis d'autres, notamment les anciens patrons d'ISDNet qui étaient toujours là aussi, pour m'aider encore une fois. Et donc finalement, on réunit ce petit tour de table. Puis deux, trois autres, je ne vais pas citer tout le monde, mais puis deux, trois autres. On réunit ce petit tour de table et on démarre avec ce petit pécule de départ. Et donc là, il faut maintenant utiliser l'argent. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous décidez d'aller en dehors de Paris ? Ou vous montez ça Non, pas Paris ? du tout. On monte à Paris, on est boulevard Richard Lenoir. De quoi vous avez besoin pour commencer ? Au début, on a besoin d'un petit local, on a besoin d'un peu de stock, on a besoin de faire un site, évidemment. Alors vous parallélisez les tâches, j'imagine ? Ouais. Alors, si tu veux, on commence par faire le site, à la fois pour bosser sur la vitrine, donc sur le front, mais aussi pour avoir les outils qui vont nous permettre de référencer les produits des catalogues, donc de créer les fiches produits. Là, il n'y a pas de PrestaShop à l'époque. Non, à l'époque, il n'y a pas de PrestaShop. Et donc, je commence à passer des journées, on commence tous les deux à passer des journées à créer des fiches produits, vraiment, jusqu'à qu'on arrive à 3000 fiches produits. Pour faire le site, vous trouvez une web agence. Une agence. Et donc, on se retrouve finalement relativement rapidement avec notre site. Et nos 3000 références créées. Comment tu les identifies, ces 3000 premières références ? Comment tu les sélectionnes on a bénéficié de l'expertise de Karl sur le sujet, qui était encore une fois beaucoup plus avancé que moi en termes d'écologie. Moi, je précise que j'étais toujours un peu écolo dans l'âme, mais qu'à l'époque, ma connaissance en termes de produits est vraiment proche de zéro. Lui, il connaît beaucoup plus ces thématiques-là, et donc on identifie des catégories de produits qu'on veut adresser. Donc l'air, l'eau, voilà, c'était des trucs assez... un peu dans les éléments. Et dans chacune de ces catégories, on fait un travail de recherche sur Internet pour aller voir quel type de produits on pourra mettre, qui les vend. On prend notre bâton de pèlerin, on appelle les fournisseurs, on leur envoie des mails, etc. L'enfer, on se fait jeter 9 fois sur 10. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Évidemment, personne ne nous connaissait, mais au-delà de ça, si tu veux, comme tu l'as dit tout à l'heure, le e-commerce était assez peu développé. On s'adressait à des gens qui n'avaient jamais vendu un produit sur Internet. Enfin, donc compliqué, mais bon an, mal an, on finit quand même par réunir ce catalogue de 3000 refs. Il n'y a pas de frais là dans... Non, là, il n'y a pas d'alimentaire. Hein. D'accord. Là, il n'y a pas d'alimentaire. Là, on est dans le green pur. C'est-à-dire que vraiment, si tu veux, les catégories, je te dis, c'est l'eau. C'est-à-dire les filtres, tu vois, des choses pour améliorer la qualité de l'eau, des choses pour moins consommer d'eau. Par exemple, tu sais, des réducteurs de douche. Voilà. On a la lumière avec tous des trucs à LED, les premiers trucs à LED, tout ce qui consomme moins d'électricité. On a l'air avec des choses de traitement de l'air pour respirer un air de meilleure qualité. Tu vois, c'est vraiment très axé à améliorer notre environnement proche et l'environnement au sens global du terme. D'accord. Donc là, in fine, vous y arrivez quand même à réunir peu ou prou ces 3000. On y arrive, ouais. Et le site est prêt ? Le site est prêt. On lance le site. On prend ce petit local à boulevard Richard Lenoir. C'est là où il y a du stock ? Ouais. On a une pièce avec un peu de stock. Et vous êtes tous les deux ? On est tous les deux, mais quand même, comme on a notre petit pécule de départ, rapidement, on embauche 3-4 personnes quand même pour nous aider. Quelques stagiaires ? Non, pas forcément des stagiaires. Non. On a pris pas mal de contrats, même directement. On avait une personne qui nous aidait sur la log. On avait une personne qui nous aidait sur le service client. Voilà. Non, on prend quelques personnes. Donc, vous avez ce qu'il faut, vous avez l'outil nécessaire. Maintenant, il faut vendre. Ouais. Les gens, ils n'attendent pas qu'un site s'ouvre pour pouvoir aller dessus. Il va falloir les faire venir. Alors, surtout que je précise qu'à l'époque, on est vraiment
on est vraiment des nuls absolus en e-commerce. C'est-à-dire que, si tu veux, j'ai un souvenir assez comique. Un jour, on avait reçu un Presta, donc, qui m'avait été conseillé par Thierry, d'ailleurs, le patron de showroom. Et donc, le gars arrive et me dit, on est dans mon bureau, et le gars me dit, bon, vous en êtes tous vos flux produits? Je le regarde, je dis, je sais pas ce que c'est qu'un flux produit. Tu vois, j'étais vraiment à l'ouest, quoi. Ouais. Le mec avait vraiment jamais fait de e-commerce. Donc on était nuls. C'était artisanal. Ouais, on était nuls, mais on a appris sur le tas. Moi, la leçon que j'en retiens, c'est que si tu veux, t'es pas obligé d'être un expert pour te lancer dans un truc. Après, si tu mets l'énergie et la quantité de travail suffisante en face, il y a rien qui empêche d'apprendre et de monter en compétences. Donc oui, on était nuls. Et alors, comment tu recrutes tes premiers clients? Écoute, on fait de l'AdWords. On fait de l'AdWords, hein, on va sur Google et on commence à mettre des annonces sur Google. Tout seul, vous les faites vous-même? Ouais, on les fait nous-mêmes. On les fait nous-mêmes. Ça Alors, fonctionne? on a été longtemps mus par une croyance extrêmement prétentieuse, mais qui avait ses avantages, qui était de penser qu'on faisait tout mieux que les autres, en fait. Tu vois, donc c'est ridicule, je sais. Mais l'avantage que ça a eu, c'est que ça nous a forcé à comprendre et à bosser les trucs, tu vois. Je pense que si on avait confié tout de suite à une agence, bah, finalement, on serait jamais monté en compétence sur le truc, tu vois. Et d'ailleurs, j'en vois souvent. Moi, j'accompagne pas mal maintenant de jeunes entrepreneurs dans l'e-commerce. Tu as des gens qui très vite prennent une agence. Et en fait, ils comprennent pas ce qui se passe et comment ça marche, etc. Donc, rien de mieux que de mettre les mains dans le cambouis. Exactement. Et après, coup de chance encore, tu vois, comme quoi la vie est faite de coups de chance, arrive ce fameux jour de la polémique sur les biberons avec bisphénol. Comprendre qu'à l'époque, parce que maintenant c'est interdit, à l'époque, dans les biberons en plastique, il y avait du bisphénol, qui était une matière qui, quand tu la passes au micro-ondes, c'est la cata. Qui est un perturbateur. Ouais, donc tu imagines pour les bébés, donc tu mettais du lait, tu remplissais bien de bisphénol avec ton micro-ondes et tu leur faisais boire le lait. Et donc nous, on avait été parmi les premiers à mettre des biberons sans bisphénol au catalogue. Sauf que c'était assez secret comme sujet, personne n'en parlait. Et un jour, surgit le scandale du bisphénol. Et là, d'un seul coup, si tu veux, je me souviens de ce jour très très bien, on était au bureau et on commençait à avoir des ventes. Tu vois, jusque-là, on faisait 4-5 ventes par jour, si tu veux. Friends and Family qui en avait parlé, enfin, tu vois, peut-être 2-3 clients comme ça qui nous avaient trouvé par miracle. Mais, et là, d'un seul coup, je me souviens, ce jour-là, on avait fait 120 ventes. Et pour nous, c'était le bout du monde. Si tu veux. Pour nous, vous aviez ça en stock? On était Amazon, quoi. C'était Jeff Bezos, quoi. C'était direct, quoi. Et ouais, on avait du stock quand même sur les biberons, mais on n'a pas assez, mais on a vite refait le stock. Et en tout cas, voilà. Donc là, on commence à faire des ventes. Alors, en soi, ça a été assez bref, parce que bon, ça a continué pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, je sais là, plus. Là, on est en quelle année? Très rapidement après le lancement? Ouais, là, on est en 2008 encore. En 2008, ouais. Et c'était drôle d'ailleurs parce que je me souviens à l'époque, pour te dire comme on vit dans un monde de fous, les industriels du plastique achetaient des pages sur AdWords mais à prix d'or. On n'arrivait pas à arriver au-dessus d'eux. Ou quand tu tapais bisphénol, ils avaient mis des pages de contenu pour expliquer que non, le bisphénol n'est pas dangereux. 2 ans plus tard, c'était complètement interdit. Bon, bref. Et donc, on commence à faire des ventes. Et voilà, ça a eu un effet sympa pour le démarrage de la boîte. Mais le gros avantage, si tu veux, c'est que ça a montré à nos investisseurs de départ et à nos futurs investisseurs que oui, on était capable de faire des ventes quelque part. Vu qu'on était monté assez vite. Ça vous a permis de franchir un palier quelque part? Est-ce que déjà vous travailliez une base client? Est-ce qu'il y avait des ventes additionnelles ou c'est des notions qui étaient encore assez absentes? On s'est fait pas mal aider au début. Tu sais, je parlais de Thierry Petit, le patron de showroom privé. Il nous a beaucoup aidé au début. Tu le connais comment, Thierry Petit? Je le connaissais d'avant parce que c'était un copain de copain de l'époque du lycée. Mais tu vois, il est très généreux. Il nous avait ouvert des bases de données. On a fait des petits jeux concours avec lui pour recruter des clients, enfin des emails, etc. Enfin, il avait été assez sympa. Il nous avait recommandé des prestats. Enfin, il y avait des gens à droite à gauche comme ça qui nous ont aidés. J'ai peur d'en oublier. Mais on a bénéficié quand même de générosité et de sympathie de nos environnements respectifs qui nous ont quand même pas mal aidés. Après, même à l'époque, tu vois, c'était pas encore hyper rigoureux. Il a fallu qu'on retourne chercher de l'argent auprès de nos investisseurs de départ. Enfin, tu vois, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des moments où ils nous ont vraiment mis la pression. On a dû arrêter de se payer. Enfin, on n'a plus payé du tout. Enfin, on n'a plus de revenus du tout. Enfin, tu vois, il y a eu des phases assez compliquées quand même. Assez compliqué, mais bon an, mal an, on a tenu l'année 2008, on est arrivé en 2009,
Et 2009, en fait, moi, c'est un moment où Karl, lui, était venu s'installer sur les bords du lac d'Annecy par hasard, en fait, pas par hasard, mais parce qu'il avait trouvé la région super. Il se trouve que moi, j'avais la moitié de ma famille qui venait d'Annecy. Et donc, en 2009, on commence à se dire, ça serait quand même plus simple si on était au même endroit. Parce que là, avant, lui, il était là-bas et moi, j'étais à Paris, si tu veux, donc on n'était pas ensemble. Et donc, on se dit, on va se réunir et réunissons-nous à Annecy. Donc, hop, on prend la famille sous le bras, déménage, on part à Annecy. Et donc, on propose aux quelques personnes qui bossaient chez Greenwiz, qui évidemment avaient tous moins de 25 ans, de venir habiter à Annecy. Personne ne vient. C'est pas très séduisant pour des gens de 25 ans. Et du coup, on se retrouve à Annecy, à Saint-Joriot, exactement, sur les bords du lac, à devoir tout remonter from scratch. Donc, plus personne, quoi, tous les deux. Et donc on reprend un local finalement avec le stock au sous-sol dans une espèce de cave mais qui était déjà bien plus grand quand même que ce qu'on avait au boulevard Richard Lenoir. Et puis on restaffe, on remet une équipe et on prend un nouveau départ. Vraiment un nouveau départ. 2009, nouveau départ. Ouais, mi-2009. Tu vois, moi j'arrive à Saint-Joriot. Là, tu as un deuxième tour qui avait été effectué, pas encore. Non, mais nos investisseurs de départ avaient eu la générosité et la compréhension de nous accompagner, même si à l'époque il fallait être fort pour penser que ça allait réussir, parce que tu vois, il y avait des prémices de chiffre d'affaires, mais il y avait quand même des lacunes en termes de renta, en termes d'organisation, en termes de finesse du reporting financier. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui n'allaient pas, quoi. Mais ils étaient sympas, ils croyaient en nous, et voilà, ils ont été là et ils nous ont aidés. Et puis... comment se passe la suite ? Bon an, mal an, quand même, quand on arrive à Saint-Joriot, on a plus d'espace de stockage, on commence à force à être un petit peu plus fin dans nos analyses, on refait faire un site web beaucoup mieux. Le premier, tu vois, n'était pas du tout assez marchand. On aurait dit un site de contenu, tu vois, qui te parlait de l'environnement. Donc là, tu favorises la conversion, le taux de conversion. Ouais, voilà, on met beaucoup plus en avant les produits. On commence à être meilleur sur AdWords. On commence, voilà. Tu délègues là, c'est à ce moment-là où tu vas peut-être. Non, pas encore. Pas encore. On reste en interne. Pas encore, ouais. Franchement, c'est très très tard qu'on a délégué AdWords. Je te dirai tout à l'heure. Tu augmentes le nombre de références. Ouais, on continue. Et voilà, et comme on a plus d'espace de stockage, tu vois, on continue à augmenter le nombre de références. Et donc, là tu es, je sais pas, en 2010-2011, c'est quoi le nombre de ventes par jour ? Tu me poses une colle, là. C'était non, mais c'est tellement longtemps, là. Tu me disais 4 au début par jour. Ouais, on doit être... Attends, là, on doit être sur un truc... À l'époque, on devait faire, je sais pas, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Ouais, c'est pas mal. On devait faire 20 000 ventes, ça fait quoi, 20 000 ventes par an. On doit être à 2000 ventes par mois. Tu vois, on doit être à 60 ventes par jour, 70 ventes par jour, en moyenne, un truc comme ça. Donc là, ça staffe un peu plus, l'équipe grossit. Ouais, un peu de log, tu vois, un peu de gens qui préparent des colis, même si nous, on en prépare beaucoup aussi. Tu vois, on se fait des soirées parfois. Je me souviens du premier Noël 2009, là où quand même on a fait beaucoup de colis. Donc tu fais de la prépa de commande. J'imagine que tu décroches le téléphone de temps en temps quand il y a des clients qui appellent. Ouais, on avait quand même un service client, mais ça m'arrive d'avoir des clients au téléphone, évidemment. Ouais, évidemment. Les retours, ils sont... c'est hyper mal géré, t'imagines bien. Tu vois la complexité de la reverse logistique, même aujourd'hui encore, c'est très compliqué. Donc, non, à l'époque, c'est un challenge. Enfin, c'est un challenge et en même temps, quand tu fais tout manuellement, si tu veux, à la limite, tu reçois tes colis, tu les ouvres, tu les analyses toi-même, ça va vite, mais bon, en tout cas, rien n'est processé, en tout cas, sur ces aspects-là. Donc mais ça, ce temps un peu artisanal, il dure combien de temps ? En fait, il dure, je crois, jusqu'à à peu près 2010, fin 2010. Qu'est-ce qui se passe fin 2010, début 2011 ? Tu lèves à nouveau de l'argent ? Il y a une accélération qui se fait ? Non, en fait, c'est progressif, si tu veux. Tu vois, je t'ai dit que bon an, mal an, les choses commencent à se mettre en place. Donc, toute la fin d'année 2009, l'année 2010, c'est encore balbutiant, mais ça commence quand même à prendre corps. Tu vois, on commence à avoir une récurrence, on commence à... Il y a du repeat business. Il y a du repeat, on commence à faire des news de plus en plus souvent, qui marchent bien, enfin, tu vois, qui convertissent bien. Donc, on sent quand même que, tu vois, on commence à avoir une espèce d'assise. Et on rentabilise vachement l'activité. Là, tu vois, on commence à venir, mais sous l'impulsion bienveillante et en même temps ferme de nos investisseurs de départ, on commence quand même à rentabiliser le truc. Le rôle entre Richard et toi, il serait... Non, là, c'est Karl. Là. Karl, pardon, excuse-moi. C'est le premier. Entre Karl et toi, c'est comment on se répartit les tâches. Lui s'occupe pas mal du market. Ouais.
Moi, plutôt de la partie gestion, tu vois, opération, etc. Lui, plutôt le marketing et puis la dimension un peu produit. Ok. Voilà. Mais on fait beaucoup de choses ensemble. Et puis donc on fait cette année 2010 et puis finalement là, on commence à avoir une boîte qui a une tête qui est acceptable pour des investisseurs traditionnels, des fonds. Et donc on se dit, on va faire une levée de fonds. Mhm. On a la chance aussi d'avoir un ancien ami qui s'appelle Thibaut Revel, qui travaille chez Clipperton, que tu connais peut-être, Clipperton Finance, non, tu vois pas, c'est une boutique d'affaires qui fait énormément de levées de fonds et d'accompagnement de fusion, acquisition. Aujourd'hui encore, hein, je sais pas combien de deals ils font, mais je sais pas si la moitié des deals du e-commerce passe pas par eux. Enfin, tu vois, c'est une grosse success story. Bon, et lui, en tout cas, qui est un des associés de Clipperton, encore une fois, une aide généreuse, tu vois, on a baigné dans la générosité, nous aide, parce qu'évidemment on n'est pas du tout un dossier d'une taille susceptible d'être accepté par Clipperton, mais il nous aide en nous donnant des contacts, en nous mettant en relation avec un certain nombre de fonds d'investissement. Et puis je commence à faire des rendez-vous avec ma présentation PowerPoint. Quand je la revois, cette présentation PowerPoint, je suis retombé dessus l'autre jour. Je suis mort de rire, quoi, tellement c'était nul. Je te jure, c'était nul. Ouais, ça devait être pas si nul parce que in fine, elle a fonctionné. Honnêtement, c'était nul. Non, mais elle a fonctionné. Oui, elle a fonctionné, mais elle était vraiment nulle. Elle a fonctionné parce que, si tu veux, peut-être c'était l'époque, peut-être que c'était, je sais pas. C'est ça, peut-être la que, vie, voilà. en fait. Oui, et puis la chance, tu sais, de tomber sur des gens qui. Non, mais la chance, elle se provoque. Ouais. Voilà, tu sûrement, l'as provoqué. Sûrement. Tu finis par lever alors. On finit par lever. Auprès d'un fonds, plusieurs fonds. Auprès d'un fonds qui s'appelle La Plus Finance, que je remercie encore. Et donc là, boum, là, changement de braquet là. Là, on lève de l'argent, vraiment. Tu lèves combien 1,5 million de mémoire. Et donc là, on change d'entrepôt, on prend un entrepôt beaucoup plus grand, on professionnalise, on staffe encore plus. Donc là, la professionnalisation, elle consiste. C'est quoi les priorités pour vous Qu'est-ce que tu processises On a processé la log à mort. La log. Ouais, la log à mort. Avoir un truc de log qui soit hyper efficace. On fait encore grossir le catalogue. Là, tu vois, on commence à être à 10 000 refs. Enfin, tu vois, on commence à avoir un catalogue très large. Et surtout, on commence à se dire, il va falloir qu'on aille à 30 000 refs. Enfin, tu vois, commence à apparaître le truc de, il faut qu'on grossisse. Et là, énorme virage, on y vient. Qui a peut-être commencé légèrement avant, mais bon, là, nos clients qui réclamaient depuis des mois, vendaient de l'alimentaire, vendaient du bio. Parce qu'évidemment, c'est le même typologie de clients, vendez du bio. Donc, on commence à mettre de l'alimentaire. Donc là, comment on additionne, en fait, cette nouvelle catégorie? Parce que d'un point de vue logistique, gérer des filtres à eau, c'est pas tout à fait pareil que de l'alimentaire. Il y a tu vas me le confirmer, je pense. Il y a une notion, les notions de... c'est périssable. Il y a des conditions de stockage qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment vous l'opérez, ça? Mal au début, évidemment, mais si tu veux, nous à l'époque, on est jeunes et insouciants, on se prend pas la tête, hein, on décide de vendre du bio, on va dans notre outil de back-office et on rajoute une catégorie qui s'appelle produits bio, tu vois, donc voilà, et on commence à mettre des sous-catégories, à référencer des produits. Et donc t'achètes? On achète. Donc des produits secs? Sec, que du sec, évidemment. Ouais. Là, on parle que du sec. Hein. Le frais, ça sera beaucoup plus tard. Donc là, que du sec. Et donc, c'est des produits périssables, mais c'est pas des produits avec des DLC courtes. Enfin, tu vois, c'est bon, voilà. Et c'est pas des produits, c'est beaucoup de pâtes, de riz au début, des choses comme ça, des farines, voilà, et de la nourriture pour enfants, assez vite du baby food, des couches, enfin voilà, des choses. Tu vois, on élargit vraiment le spectre. Et là, par contre, énorme traction. Dès qu'on commence à vendre ces produits-là. Et là, cette traction, elle est en fait naturelle, c'est-à-dire les visiteurs du site adhèrent tout de suite à cette offre et où c'est la base client en fait que vous êtes constitué sur les premières années qui vous permet d'enclencher. Non, il y a deux choses. Il y a effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire c'est pas pour rien que c'était nos clients qui réclamaient ces produits-là. Donc évidemment, le jour où on sort ces produits-là, ils sont contents, donc ils les achètent. Donc il y a déjà évidemment cet effet-là. Puis après, il y a, tu sais, cet effet où finalement, ça nous permet aussi de faire grossir de manière spectaculaire, pour le coup, notre catalogue d'un seul coup. Or, à l'époque, on est sur un business qui est 100% dépendant d'AdWords, parce que c'est la seule chose qu'on fait, à part envoyer des news, on fait que de l'AdWords. Et donc, en faisant ça, si tu veux, tu multiplies le nombre de portes d'entrée vers ton site, évidemment, puisqu'on commence à mettre des annonces sur tout, quoi, sur toute l'alimentaire. Il faut bien voir qu'à l'époque, le bio spécialisé vendu en ligne, ça n'existe pas, quoi. Donc, si tu veux, on est pratiquement les seuls à amener ces marques et ces produits bio sur Internet à l'époque, sur AdWords. Donc d'un seul coup, si tu veux... Les produits bio que tu vends, tu me le disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, mais je pense qu'il est important que tu le reprécises pour ceux qui nous écoutent.
ce sont des produits qui sont distribués dans les réseaux traditionnels de magasins bio bien spécialisés. C'est ça. Ouais. Et ça veut dire que ces producteurs, ces fournisseurs n'étaient pas habitués à les vendre en ligne, à les voir vendus en ligne. Ah oui, non, mais ils n'étaient pas du tout habitués. Et est-ce qu'à nouveau, vous avez rencontré des levées de boucliers par rapport à cette velléité de vente en ligne? Tu veux, on a deux types de levées de boucliers. D'abord, le fait qu'effectivement, les gens ne connaissaient pas. Donc, tu vois, tout ce qui est inconnu fait peur. Donc, tu vois, voilà. Et puis, l'autre aspect, si tu veux, que je n'ai pas du tout évoqué pour l'instant, c'est que de notre vision de départ, il y avait aussi, dès le début, alors à l'époque avec les produits écologiques, puis avec les produits bio, la volonté de démocratiser l'accès à ces produits. Parce que nous, en 2008, tu parlais de 2008, imagine bien les gens qui pouvaient consommer bio, il fallait être riche pour consommer bio. Tout était méga cher. Donc là, nous, il y avait vraiment cette volonté-là. Donc, quand on a commencé à vendre leurs produits sur Internet, et deux, à les positionner en prix moins cher, voire nettement moins cher que le prix auquel tu pouvais les trouver dans les magasins, on s'est pris des coups de bâton, c'est sûr. On a mis du temps à éduquer entre guillemets les fournisseurs, à leur expliquer que voilà, c'était positif quand même de démocratiser cette consommation et de ramener les prix à des niveaux plus raisonnables. Donc assez rapidement, 10 000 refs. 15 000 même, là ça va très vite. À partir de là, ça va très très vite la croissance. Donc une accélération de la croissance, tu disais globalement 2010 1,5 million, 2011, 2012, tu doubles. À l'époque on double presque, on est vraiment largement au-dessus des 50% de croissance de tous les ans après. Ça se gère la croissance, parce que c'est aussi, c'est pas tous les jours simple. Alors il vaut mieux être dans une dynamique de croissance, mais ça permet aussi de faire quelques nœuds à l'estomac. Il y a les aspects RH aussi qui sont à prendre en compte, puisque j'imagine qu'il y a des recrutements qui suivent cette croissance. Alors, je ne sais pas si tu fais plus de 50% d'effectifs chaque année, mais enfin, il y a plus de monde. Surtout qu'à l'époque, on a la log internalisée. Tu vois le délire, c'est-à-dire qu'on se retrouve rapidement à être énormément dans l'entrepôt. Comment, en fait, est-ce que c'est assez naturel pour toi, d'organiser les RH à ce moment-là, où ça se fait bien? Les recrutements, est-ce que c'est difficile? Est-ce que comment tu onboard les nouveaux arrivants? C'est quoi parce que là, est-ce que tu peux plus le faire de façon artisanale? Non, mais ça fait partie des choses qu'on a appris sur le tas, je pense. C'est-à-dire qu'au début, je pense qu'on était très très mauvais. On a fait beaucoup d'erreurs de recrutement, mais bon, c'est normal. Je pense que c'est normal. Bien sûr, on n'a pas tout de suite perçu, je pense, la dimension clé de l'adhésion globale du staff à une vision, à un projet, et globalement de l'épanouissement des salariés comme le cœur de notre modèle économique. Ça, on l'a pas assez vite perçu. C'est venu plus tard. Donc évidemment, oui, on a fait beaucoup d'erreurs. On a pris des gens qu'on n'aurait pas dû prendre. On n'a sûrement pas été sympa avec d'autres avec qui on aurait dû être sympa. Enfin, tu vois, on a probablement fait des erreurs. Mais comme tu le dis, c'était une période un peu de frénésie. Enfin, tu vois, ça grossissait dans tous les sens. C'est pour ça que je te pose la question, parce que tous ceux qui passent par là racontent une histoire qui est similaire. C'est-à-dire que c'est mon discours est banal, ça que tu dis. Non, c'est que là, justement pas. Enfin, l'hypercroissance, parce que quelque part, c'est un peu de ça dont on parle. C'est pas simple. Il y a des aspects très concrets, humains, entre autres, parce qu'une entreprise existe par les personnes qui la composent. Et ça, je trouve que c'est important d'en parler, tout comme les sujets de gouvernance, parce que finalement, en levant ce 1,5 million d'euros en 2011, j'imagine que le fonds impose, ou ça s'impose naturellement, une forme de gouvernance, entre autres financière, mais pas que, de reporting. Quand on est en mode un peu artisanal et qu'on doit se structurer par rapport à ces exigences-là, et qui sont en fait souvent c'est un effort qui est structurant pour le pilotage de l'entreprise. Avoir un DAF, avoir une RH... T'es passé par là. Ouais, bien sûr, ouais. Mais alors, si tu veux, le truc, c'est que nous, la chance qu'on a eue, c'est que nos investisseurs de départ, je t'ai dit, ils étaient bienveillants, mais en même temps, à partir d'un certain moment, à force de remettre de l'argent, ils ont fini par exiger qu'on soit plus rigoureux, qu'on fasse du vrai reporting. Et donc, le jour où on est arrivé chez les fonds, si tu veux, c'est pas comme si on n'avait jamais rien fait. Tu vois, on avait déjà une base de départ qui n'était pas si mal.
qui probablement d'ailleurs a joué un rôle dans le fait qu'on réussisse à les convaincre de nous suivre. Mais donc oui, mais par contre ce que tu dis est vrai. Enfin voilà, sur les RH c'est vrai, sur la DAF c'est vrai, on a fait plein d'erreurs, mais à l'époque on paraît au plus pressé. Tu vois, on était vraiment. Et puis après on a relevé de l'argent plusieurs fois. Enfin tu vois, on était parti dans une espèce de frénésie de croissance. À l'époque, franchement voilà, on passe. On passe sincèrement, le passage de 1 à 15 ou 17 millions s'est fait en hop, claquement de doigts. On s'est retrouvé, tu vois. Tac, là, on arrive en 2016. Ouais, c'est ça, ouais. On arrive en 2016 et tu vas expliquer pourquoi je dis 2016, parce que c'est un point de passage super important pour Greenwiz. En 2016, la part du bio dans le business représente quel pourcentage ? 85%. 85. Ouais. Donc on est très éloigné du core business de départ. Bah ouais, rien à voir. Rien à voir. Le bio en 2016. Enfin, rien à voir. C'est pas vrai parce que si tu veux, une des caractéristiques de notre offre, c'est aussi cette largeur et le fait de couvrir vraiment tous les univers de consommation. Ouais, et ça, on le doit à notre genèse, si tu veux, quelque part. Tu vois, il y a du frais qui est déjà arrivé en 2016 ? Non, pas encore. Pas encore. 2016, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a Carrefour qui s'intéresse à vous. Comment s'écrit l'histoire ? Comment ça se passe ? Ça se passe pas exactement. Ouais, ça se passe pas dans ce sens-là. Ça se passe en fait qu'il se trouve que on reçoit des marques d'intérêt d'autres enseignes, pas Carrefour. De la grande distribution. Ouais. Et du coup, on se dit à l'époque, bah tiens. Entre-temps, quand même, il y a un épisode important, c'est qu'il y a Karl qui s'en va. C'est-à-dire que Karl décide d'aller faire autre chose, d'aller faire autre chose dans sa vie et s'en va. Il va faire autre chose de sa vie. D'accord. Il part aussi d'un point de vue capitalistique. Il lâche tout. Absolument. T'es seul je me souviens plus s'il avait gardé une partie. Enfin bref, il lâche tout. Il lâche tout globalement. T'es seul à piloter l'entreprise. C'est ça, exactement. D'accord. À partir de 2013, grosso modo. Enfin seul, tu sais bien qu'on n'est jamais seul, hein. Enfin, je m'appuie déjà à l'époque. Non, mais il y a un binôme qui fonctionnait. Oui, mais je m'appuie après sur un certain nombre de directeurs en dessous de moi qui sont super et très très compétents et qui vont beaucoup m'apporter, beaucoup m'apprendre pendant toutes les années qui vont suivre. Donc pas seul, mais bon voilà, c'est quand même un changement. C'est quand même un changement effectivement, qui comme tous les changements se fait un peu dans la douleur. Enfin tu vois, c'est pas des moments très faciles, mais bon voilà, bref, c'est fait. Et effectivement, après, on continue 2013-2016 à faire énormément de croissance. On commence aussi, il y a un changement qui pour moi est vraiment hyper important et qui a lieu à cette époque. C'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la perception, si tu veux, de l'importance de l'humain dans notre organisation. C'est-à-dire le fait de se dire, il faut absolument qu'on définisse une vision, mais qu'on réussisse à faire en sorte que cette vision soit partagée par tout le monde, que tout le monde dans la boîte sache qui on est, pourquoi on fait ça, où on veut aller. Voilà. Et ça, premier aspect. Deuxième aspect, comment on fait pour maximiser vraiment l'épanouissement de chaque salarié. C'est-à-dire, et en fait, on est un métier de rêve pour ça, parce qu'on est l'Internet, le e-commerce, c'est un métier qui est très informatisé. Donc, tu peux beaucoup automatiser les choses. Donc, tu peux, si tu prends le temps, sur chaque poste, pratiquement, réfléchir à qu'est-ce qui est automatisable dans les tâches répétitives qui sont pénibles. Et donc, essayer, alors c'est plus ou moins facile selon les postes, d'aller chercher le maximum de valeur ajoutée pour les salariés, chacun à leur poste. Et donc, par ce biais-là aussi, tu vois, leur montrer de l'intérêt et les associer au projet global. Donc ça, c'est vraiment un truc qui a été fondateur parce que 2013-2016, c'est une période vraiment fleurissante de la boîte, où on a continué à faire énormément de croissance, où on est devenu plus rentable encore, et où il y avait vraiment cette dynamique qui s'est imposée. Et cette dynamique a beaucoup joué, je pense, dans le fait qu'on commence à être connu, qu'on commence à être visible, et donc dans le fait qu'on reçoive des marques d'intérêt d'enseignes de la grande distribution à terme. Et donc on reçoit ces marques d'intérêt, pour en revenir au sujet, et on se dit à ce moment-là, puisqu'on en reçoit, ouvrons un process, quoi. Ils sont dans le marché. Alors, quelle est l'idée derrière ça ? Il y a deux idées. D'abord, il faut dire qu'à l'époque, on est déjà archi-leader de la distribution bio en ligne. En France ? En France. Je ne pense pas me tromper en disant qu'à l'époque, on vendait plus de bio en ligne que la grande distribution. C'est même pratiquement sûr. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, je pense, si on enlève le drive. Et peut-être, je sais pas après sur le drive, mais bon, bref. En tout cas, et donc quelle est l'idée derrière ces approches ? Nous, on réfléchit, on se dit, tiens, on est très fort en ligne. Est-ce que la prochaine étape, c'est pas d'aller dans le physique ?
Parce qu'on voit que nos concurrents, finalement, finalement, ce sont les grandes enseignes physiques de la distribution bio spécialisée. Et donc, on se dit, oui, il y a deux choix. Si on veut se lancer dans le monde physique, c'est soit on lève de l'argent, mais là, il faut changer de braquet, quoi. Là, c'est en dizaines de millions d'euros qu'il faut lever de l'argent. Et à l'époque, peut-être que si ça avait été c'est en 2019 ou 2018 où les levées de fonds de 70, 80, 120 millions sont devenues à la mode, ce n'était pas du tout le cas en 2016. On l'aurait fait peut-être. Et on se dit soit c'était ça, soit c'est un deal industriel, entre guillemets, où on va s'adosser à un industriel dont c'est le métier. Et en s'aidant de cet industriel, on développe ça et on déploie une chaîne de magasins Greenwiz. Déjà l'idée un peu de l'omnicanal derrière aussi, de se dire il va falloir qu'on... Bon bref, on lance un process. Donc là tu mandates une banque ou Clipperton. Okay. Nos amis de Clipperton qui nous ont généreusement aidés et puis qui par ailleurs sont à mon sens les plus compétents pour le faire. Et donc on les mandate et puis les discussions nous amènent finalement à choisir Carrefour tout simplement. En dehors des aspects financiers, j'imagine qu'il y a aussi une proposition de valeur partagée avec Carrefour. C'est quoi parce qu'un deal, ça c'est pas que financier. Je vais te dire, il y a 3 trucs. Le premier aspect qui est important, et parfois ça a été un sujet de friction avec les fonds à l'époque, Carrefour n'était pas le plus offrant. Et pourtant, c'est ceux qu'on a choisis. Pourquoi ? Parce que c'était le projet industriel, enfin il y avait 3 raisons. 1, c'était le projet industriel auquel on croyait le plus. 2, le sérieux des équipes M&A de Carrefour qui avaient traité le dossier n'avait rien à voir avec ce qu'on avait vécu dans les autres enseignes. C'est-à-dire qu'on avait vraiment en face de nous des gens qui avaient bossé, qui avaient traité le sujet à fond, qui nous avaient posé 10 000 questions. Et au moment de choisir un acteur avec lequel partir au bout du process, sachant qu'après on est en exclu, on a intérêt quand même, une fois qu'on a choisi l'acteur avec lequel on est en exclu, on a intérêt à ce que le process aille au bout. Or, on a plus de chances d'aller au bout du process si on sait que les gens ont déjà étudié le truc en long, en large et en travers, que si les gens ont regardé le truc vite fait comme ça. Donc, c'était le deuxième aspect, la qualité du travail fourni par les équipes M&A. Et le troisième aspect, c'était une dimension un peu plus sentimentale. C'est que je trouve que mon père, si tu veux, était sur les bancs de l'école avec la famille Fournier, qui était les fondateurs de Carrefour. Voilà, c'était ses potes. Nous, on avait toujours été chez Carrefour faire toutes nos courses. Tu vois, mon père, c'était un ayatollah Carrefour. C'est Savoyard. Ouais, c'est Annecy. Et donc, moi, si tu veux, j'avais quand même, mine de rien, même si j'ai beaucoup renié mes parents et tout ça, et fait le rebelle, mine de rien, j'avais quand même ça en moi. Et donc, je pense qu'il y a une petite dimension sentimentale qui a joué aussi. Et voilà, les trois réunis ont fait qu'on a choisi Carrefour. En synthèse, la proposition industrielle de Carrefour, tu la décrirais comment à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils vous proposent ? En fait, il y a deux choses. C'est que si tu veux, là où les autres sont plutôt des gens qui sont déjà dans le bio-spé et qui veulent aller dans le digital, donc finalement, nous prendre tel qu'on est pour nous utiliser comme leur passerelle digitale, Carrefour, au contraire, n'est pas du tout dans le biospé. Et donc, eux veulent nous utiliser pour aller dans le biospé. Ce qui peut sous-entendre aussi aller dans le monde du physique, si tu veux. C'est-à-dire à la fois continuer à faire de la distribution biospé pour Carrefour, ce qu'ils ne faisaient pas du tout, et en même temps avec cette ouverture vers le monde physique, qui nous attirait énormément. D'accord. Donc, voilà. Donc là, 2016, c'est comme ça que les choses s'organisent. Voilà. Vous êtes complètement racheté, non ? Toi, tu as encore une part. Ouais, encore un petit peu, ouais. Levée de bouclier évidemment de certains de nos clients, parce que tu vois, les gens, certains ont des remarques, voilà, vous alliez au grand Satan, etc. Enfin, voilà. Donc c'est quoi les conséquences ? C'est intéressant que tu commences par justement cet aspect perception par les clients, qui ne voient pas en fait de cohérence entre finalement le discours et la proposition de valeur qui était perçue par eux de Greenwiz à l'origine, et puis celle de Carrefour. Ils avaient tendance peut-être à les opposer, et donc voir le rapprochement des deux. Ce qui est une erreur, hein, mais bon, il a fallu leur expliquer. Ouais. Alors, pourquoi c'est une erreur ? Parce que d'abord, si tu veux, Carrefour est le plus gros vendeur de bio. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc c'est difficile de dire qu'en tant que vendeur de bio-spé, on est opposé au plus grand vendeur de bio. Enfin, tu vois, quelque part, on vend tous du bio. Alors, pas le même, te contesteront certains, mais bon, bref. Deuxièmement, c'est l'enseigne qui a lancé les premiers produits bio en France. Donc, tu vois, il y avait ça. Et puis, troisièmement, surtout, si tu veux, on passait d'un cadre où on avait des investisseurs financiers qui, même s'ils étaient très gentils avec nous, s'en foutaient royalement du bio et de la préservation de l'environnement à un acteur industriel, donc, si tu veux, qui certes a pu être associé parfois à l'hyperconsommation et tout ça, mais qui quand même malgré tout est un acteur industriel de la consommation qui vendait beaucoup de bio. Donc
moi je trouvais que le saut qu'on avait fait, si tu veux, au travers de cet adossement à Carrefour, il était plutôt vertueux que le contraire. Et c'est comme ça que tu l'expliques à tes clients? Non. Non, parce Comment que tu fais pour c'est l'expliquer? pas forcément facile d'expliquer comme ça. Non, les clients, en fait, on a dit. Bon, d'abord, je te parlais de levée de bouclier. C'est sûrement très exagéré. On a eu quelques réflexions sur les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux clients, écoutez, on comprend, ça vous choque un peu, voilà. Ce qu'on vous propose, nous, ce qu'on vous dit, c'est que on va rester les mêmes. On va pas changer nos valeurs. On va pas changer notre offre. On va pas vendre de produits Carrefour. Carrefour va pas vendre nos produits parce qu'on est sur 2 univers qui sont très séparés. Donc, revenez nous voir dans un an. Et puis on verra si on vous a menti, si on est toujours les mêmes et si on n'a pas bougé de positionnement, etc. Les gens sont revenus au bout de 15 jours. Ok. Ouais, y a pas Donc eu vraiment ça a été conjoncturel. Ouais. Et pour toi, ça change quoi concrètement le fait qu'il y ait Carrefour? Alors, d'abord, un dernier petit mot avant de te répondre à cette question parce que c'est important. Souvent, tu sais, nous, dans le monde du biospé, on est dans un environnement où les gens portent beaucoup de jugement. Alors le bio de GMS c'est pas bien, le bio de Biospé c'est super, etc. Nous on n'est pas du tout sur cette manière de voir les choses. On pense que si tu veux d'abord aujourd'hui il n'y a pas de production, enfin les magasins, les chaînes, les enseignes de Biospé sont pas capables de nourrir toute la population française. C'est comme ça. Rien que par les volumes, ils sont pas capables. Et puis ensuite, aussi par le prix. Donc, si tu veux, il faut bien que la grande distribution vende du bio, parfois moins cher, et qu'ils vendent d'autres bio, peut-être parfois un tout petit peu moins bio. Et encore, franchement, aujourd'hui, ça commence à se discuter sérieusement, mais bon, voilà. Là, tu fais référence à la production bio qui est faite dans d'autres pays. Non, je fais référence surtout à la campagne de pub, n'importe quoi, des enseignes qui ont fait une pub scandaleuse où tu vois une caricature de patron de la GMS qui explique qu'il fait du bio pour l'argent, qui repart en 4x4 alors qu'eux, ils font du bio parce que c'est des gens vertueux et qui sont plus vertueux que les autres, etc. Tu vois, ce genre et qui repartent en trottinette. Ouais, voilà, non, mais ce genre de truc qui moi, m'exaspère. Enfin, tu vois, je pense que tout ce qui va dans le sens de la transformation alimentaire, de plus de bio pour tout le monde, etc., va dans le bon sens. Ça n'empêche pas que la distribution Biospé est super, super vertueuse. Ça reste des super exemples. Les boîtes sont canons. Moi, j'adore les enseignes de distribution bio spécialisées. Hein, tu vois, je n'ai rien à leur reprocher. Je les trouve super. Mais elles devraient surtout se positionner comme des exemples et montrer l'exemple et continuer à montrer l'exemple, à être pionnières. Et pas être moralisatrice. Aller plus loin, etc. Au lieu de passer du temps, de perdre de l'énergie et de l'argent à se dire, ouais, mais les autres sont pas bien et nous, on est super. Enfin, tu vois, ça n'apporte rien à l'état de la planète. Rien. Tu vois, c'est juste, voilà. Bon, bref. En tout cas, donc, qu'est-ce que ça nous apporte, Carrefour? Ça nous apporte, écoute, d'abord, un support transverse sur un certain nombre de dimensions qui ne sont pas forcément très développées quand tu es une start-up. Tu vois, même si nos offres restent très séparées. Le juridique, typiquement, Carrefour est très fort en juridique. Nous, on était très, très faible en juridique, donc on peut s'appuyer sur leur service juridique, sur leurs compétences. Voilà, dans plein de catégories différentes comme ça, si tu veux, ça nous apporte de l'aide. Et puis, évidemment, ça nous apporte derrière une assise financière, capacité d'investissement qui sont hors normes. Et puis, il faut l'avouer, nous, on a été racheté à l'époque où c'était M. Plassat qui dirigeait Carrefour. Hein, c'était avant l'arrivée d'Alexandre Bompard. Avec qui j'ai eu un très très bon contact, Monsieur Plassat, mais c'était quand même encore un Carrefour à l'époque qui n'était pas complètement engagé, c'était les prémices, mais qui n'était pas encore complètement engagé dans le digital, complètement engagé dans le bio. Ce qui est venu après avec l'arrivée d'Alexandre Bompard. Il arrive en quelle année? Alors je ne voudrais pas dire d'ânerie, mais entre 2017 et 2018, je crois 2018. Assez rapidement, c'était. Ouais, assez vite, fin 2017 peut-être, je sais plus. Bon, bref. Donc ça vous donne en fait finalement Carrefour, il y a un support pro qui fonctionne, une assise financière. Dans ton quotidien, toi, ça change quelque chose ou pas? Oui, non, mais parce que, attends, juste pour finir, excuse-moi, pour finir ce que je disais, parce que j'allais en venir justement à la question que tu es en train de me poser. Et si tu veux, quand on a changé d'air chez Carrefour, là où avant, si tu veux, on s'est surtout appuyé sur eux, sur des thématiques transverses, comme je te disais, le juridique, les RH, etc. Là, maintenant, aujourd'hui, si tu veux, il y a eu des équipes qui ont été constituées sur le digital, notamment sur le bio, qui sont hyper fortes, avec des gens super smart qui ont été recrutés partout. Le digital, c'est dirigé par Amélie Oudéa-Castéra, qui a fait une équipe de tueurs, entre guillemets, sur tous les sujets du digital. Le bio, ils ont ramené Benoît Souris, qui était l'ancien patron de La Vie Claire, qui est hyper fort, une expertise bio super développée. Et donc pour nous, là, si tu veux, où dans un premier temps, on pouvait s'appuyer sur eux uniquement sur des sujets transverses, aujourd'hui, on s'appuie aussi sur eux, sur des thématiques qui sont vraiment core business pour nous, le bio, le digital, et là, on peut échanger vraiment avec des pairs, avec des gens, si tu veux, et voilà, c'est super instructif.
Donc c'est pour ça que je faisais la différence des deux périodes, parce que si tu veux, ça a commencé doucement, et aujourd'hui on est dans une configuration où on peut beaucoup plus s'appuyer sur eux. Voilà. Et donc ton quotidien? Mon quotidien aujourd'hui avec eux, tu veux dire? Oui, qu'est-ce que ça change quand tu as un entrepreneur qui doit rendre compte à des fonds, à un entrepreneur qui est devenu minoritaire dans le capital et finalement dont l'entreprise est une composante d'un groupe comme Carrefour, un gros groupe. Est-ce que tu disais, il me laisse une liberté, mais elle est complète et ça change rien pour toi ou si un petit peu? D'abord, je ne crois pas au mythe de la liberté complète. On n'est jamais complètement libre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas intégré. J'ai compris ce que tu veux dire. Non, mais ils sont très sincèrement la vision qu'ils ont aujourd'hui du mariage d'une start-up et d'un grand groupe est pour moi parfaite. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ils nous laissent une grande part d'autonomie. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes force de proposition sur le business, c'est nous qui décidons vers où on veut aller, qui fixons les grands axes avec eux. En même temps, on partage tout avec eux parce que, encore une fois, c'est des gens smart. Moi, j'ai pas de problème à partager stratégies avec des gens smart. Les remarques qu'ils nous font sont souvent constructives et pertinentes. Donc, si tu veux, ça serait bête de pas en parler avec eux. Mais malgré tout, c'est nous qui tenons la barre. C'est nous qui voilà. Et après, légitimement, comme tout actionnaire, évidemment, ils nous demandent un reporting, un minimum de reporting financier. Mais honnêtement. Tu restes sur les rives du lac d'Annecy et t'accélères. Cette accélération, alors est-ce qu'on peut comprendre qu'elle se fait aussi par l'international? Comment elle se fait? Oui, alors, si tu veux, parce que tu n'as pas rebondi dessus, mais en fait, tu te souviens qu'au début, j'avais dit qu'il y avait ce projet de faire des magasins. Finalement, c'est tombé à l'eau ce truc. En fait, finalement, pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans la stratégie, quand la notion vraiment de transition alimentaire de Hack for Food est arrivée, ils ont voulu accélérer en rachetant une chaîne de magasins bio spécialisés existante qui s'appelle SoBio, qui est d'ailleurs géniale. J'invite les gens, ils ont ouvert un magasin récemment à Paris, la rue de Sèvres, à aller voir, c'est super. Et donc ils ont racheté ça pour aller plus vite et honnêtement ça se comprend très bien. Et donc nous, on s'est recentré sur vraiment le digital. Donc nous, on se concentre sur le digital avec cette logique de devenir le champion européen du bio spé en ligne. C'est ça notre objectif, c'est ça notre mission aujourd'hui. C'est la feuille de route. Donc ça veut dire fortifier nos positions, continuer à fortifier notre position de leader là où on est leader, c'est-à-dire la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Oui, mais alors là, ça sous-entend qu'on est déjà au Portugal, dans ces pays-là. Ça a été possible après l'arrivée de Carrefour dans l'histoire. Absolument. Comment vous avez fait le choix d'aller dans ces pays-là? L'Espagne et l'Italie sont donc deux pays du sud de l'Europe. Le soleil, tu te souviens, je t'avais parlé tout à l'heure, le sud. Alors, est-ce qu'il y a des raisons subjectives ou des raisons objectives en termes de maturité, à la fois sur la consommation, enfin sur le e-commerce, les comportements d'achat e-commerce et sur le bio? On peut penser que des pays du nord de l'Europe sont plus attractifs pour aller chercher de la croissance. Vous avez fait le choix d'aller dans l'Europe du Sud. La question, elle est là. C'est comment vous avez fait ce choix-là? Ok. Écoute, une fois que tu as décidé que tu veux t'étendre en Europe, effectivement, on a analysé pays par pays quelle était la situation. Alors parfois, il y a des pays qui ont une image trompeuse. Je te donne un exemple que tu ne m'as pas cité, mais que je pense que tu avais en tête, l'Allemagne, où on se dit tout est bio en Allemagne, c'est des pionniers du bio, ils sont là depuis très longtemps, etc. C'est vrai. Mais c'est tellement vrai que finalement le marché s'est structuré de manière complètement différente. Il n'y a pas de vraie industrie, de vraie chaîne de distribution bio-spé en Allemagne. Le bio est partout, dans toutes les chaînes traditionnelles, mais du coup le marché ne s'est pas structuré de cette façon-là. Donc la pertinence, si tu veux, d'amener un modèle comme Greenwiz de bio-spé en ligne en Allemagne, elle n'est pas là. Donc tu vois, typiquement, un pays où on aurait pu se dire c'est génial, voilà, mais en fait non. En plus, bon, il se trouve que dans le e-commerce, l'Allemagne, tu le sais sûrement, est un pays un peu compliqué en plus, pour pas mal de raisons. Et après, pourquoi l'Espagne et l'Italie? Quand on regarde un pays, on essaie d'abord de voir est-ce qu'il y a un acteur qui fait sens ou est-ce qu'il faut tout faire nous-mêmes. C'est des pays où on a trouvé des acteurs qui faisaient sens, en l'occurrence Planeta Huerto et Sorgente Natura. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est deux énormes bassins de production agroalimentaire bio. C'est énorme. Nous, déjà, dans notre offre française, on a ribambelle de marques espagnoles, de marques italiennes, qui sont parfois des marques hyper connues du bio. Enfin, je ne sais pas si tu connais la Nocciolata, qui est un peu un produit phare du bio, du Nutella en moins toxique, en bio. Et ben, c'est italien. Comme le Nutella. La marque est italienne, ouais, voilà. Mais la marque est italienne, je la trouve partout aujourd'hui. Donc, tu vois, non, ce que je veux dire, c'est que c'est des bassins forts dans lesquels on avait pas mal de producteurs qui étaient déjà situés là-bas. Donc, évidemment,
tu comprends qu'il peut y avoir un certain nombre de vertus, puisque nous, on était très très proches des producteurs français, des fabricants français, et on s'est alliés, on a fait l'acquisition d'acteurs qui eux-mêmes étaient très proches de leur écosystème local. Donc aujourd'hui, ça nous donne un cadre privilégié de relations, non seulement avec nos marques françaises, mais aussi avec toutes les marques espagnoles, toutes les marques italiennes. Nous, l'idée derrière le fait de faire un champion européen, il y a vraiment l'idée de créer cet écosystème européen vertueux et de bénéficier un peu des meilleures synergies partout qu'on puisse trouver. Donc ces deux pays faisaient vraiment sens, au-delà du fait qu'il y fait beau et que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis attiré par le soleil. Voilà. Donc là, il y a une présence bien marquée en Europe du Sud. Mm-hmm. Alors, en 2020, là, vous venez d'annoncer en janvier effectivement l'acquisition de cet acteur italien dont le nom m'échappe, j'arrive pas. Sorgente Natura. Voilà. Ça veut dire la nature jaillissante. Très bien. Les positions sont prises dans ces marchés-là. En rachetant des acteurs clés, vous avez une position dominante dans 3 pays. 4, le Portugal aussi. Parce qu'en fait, Planeta Verto, il couvre Espagne et Portugal. Okay, donc vous avez presque ce qu'on pourrait dire 4 marchés domestiques. C'est quoi la suite du déploiement pour faire l'acteur européen? Tu identifies que l'Allemagne, on ne peut pas y aller comme on y va en France, en Italie ou en Espagne. C'est quoi la suite? Écoute, peut-être pour l'instant, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de destination choisie sur lesquelles je puisse vraiment m'exprimer, mais on va dire qu'il y a des pays qu'on fait jusqu'à présent de façon artisanale. Je pense notamment à la Suisse, à la Belgique, le Luxembourg, ces pays-là un peu francophones, mais pas que, sur lesquels on était présent, mais souvent depuis la France ou depuis un autre pays, tu vois sans avoir une vraie stratégie, où on réfléchit à aller plus franchement, de manière polyglotte, on peut dire, multilingue. Localiser l'offre, quoi. Voilà, et pour avoir une approche un peu plus forte dans ces domaines-là, ça sera probablement la prochaine étape. Mais voilà, aujourd'hui, rien de vraiment acté. Avant qu'on revienne sur des aspects un peu plus globaux, c'est quoi la suite, pour 2020 Écoute, de Greenwiz? Ouais, parce qu'il y a un sujet fort, il y a plusieurs sujets forts qui nous tiennent à cœur, nous, et qu'on n'a pas du tout évoqué aujourd'hui, mais on ne peut pas parler de tout, c'est le temps est compté, mais il y a des sujets forts qui sont le frais, les fruits et légumes, les circuits courts, le zéro déchet. On va prendre quand même un peu de temps pour en parler. Le fait, oui, mais c'est pour répondre à ta question. Et le fait d'avoir une activité qui a un impact environnemental le moins fort possible. Tout ça, c'est des thématiques qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on a chevillé au corps et qui nous font faire des choix forts pour l'avenir. Donc aujourd'hui, et comme tu le sais, on est dans un modèle de e-commerce extrêmement centralisé. Donc on a des entrepôts énormes. Et on stocke des produits et on prépare des commandes pour nos clients et on les expédie à nos clients. Ça a ses vertus, ça nous a permis de faire beaucoup de croissance, etc. Tout ça, c'est bien. Mais comme tu le vois, c'est pas, d'un point de vue écologique, c'est pas idéal. Hein, on fait quand même on prend des cartons, on met des produits dans des cartons, on met du calage. Parfois même, horreur, malheur, on est obligé de mettre un peu de plastique parce que si on le met pas, ça casse, et donc quand ça casse, c'est encore pire d'un point de vue écologique parce qu'il faut renvoyer le colis. Donc tu vois, on est obligé de faire des arbitrages qui sont pas agréables. D'ailleurs, on se définit toujours, nous, comme engagés, pas parfaits, tu vois, parce que c'est important pour nous de dire, on fait le maximum d'efforts, on essaie d'être le mieux possible, mais on peut pas être parfait. Donc on essaie de faire le mieux possible. En tout cas, voilà. Donc tu vois, ce modèle centralisé, il n'est pas complètement satisfaisant d'un point de vue écologique. Il n'est pas complètement satisfaisant d'un point de vue circuit court, parce qu'évidemment, quand tu fais du centralisé, tu ne peux pas faire du local. On ne va pas faire du fruit et légumes local d'où? Local de l'entrepôt, mais quand on livre partout en France, c'est plus local. Donc, il n'est pas satisfaisant sur cette dimension-là. Bref, il n'est pas satisfaisant sur plein de dimensions. Donc, on réfléchit aujourd'hui à comment ramener toutes ces vertus qui sont importantes pour nous dans notre modèle. La solution, c'est le service qu'on lance aujourd'hui, qui s'appelle le marché Greenwiz, et qui est en fait un e-commerce bio spécialisé, très proche de Greenwiz, mais avec une offre de fruits et légumes et de frais gigantesque, donc très axé sur les fruits et légumes et le frais, et surtout localisé, de proximité. Donc typiquement, comment ça fonctionne? Typiquement, on va lancer à Paris, on a un entrepôt à Paris. Depuis cet entrepôt à Paris, tu vas avoir la capacité de passer des commandes sur le marché Greenwiz et d'être livré quand tu veux. Quand je dis quand tu veux, je pèse mes mots, c'est-à-dire à partir de J, quand tu veux, donc, sur un créneau de 2 heures. Demain matin, entre 9 et 11. Voilà. Et tu vas avoir quelqu'un qui va venir, par des moyens de transport écologiques, te livrer en sac,
donc sans calage, etc. Une vraie offre de course, dans à peu près 7000 références, qui va contenir, encore une fois, tous nos bestes de sec, et aussi du frais, et des fruits et légumes. Donc tu additionnes le frais, en fait, ce Voilà. marché Greenwiz, c'est l'association du sec et du frais. Voilà, en une seule et même offre, de proximité. De proximité, voilà. C'est-à-dire cette notion... c'est un défi logistique monumental, non, pour vous? C'est pas forcément. Pas forcément. Un petit peu, mais... Parce que c'est que dans Paris, intramuros? Non, c'est Paris, région parisienne. D'accord. Donc la région parisienne, c'est quoi? C'est les 10 millions d'habitants Non, on va commencer, on va y aller petit à petit. Hein. Je crois qu'on commence par 75, 92, 94, tu vois. Comment tu fais? Parce que c'est à vélo, c'est en véhicule électrique. Ouais, il y aura différents types. Il y a pas de modèle unique. Il y aura différents types en fonction de. D'abord, on a prévu des choses pour le démarrage, puis après des évolutions futures. Mais l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver sur un truc qui soit totalement neutre en termes de transport. D'accord. La beauté du truc, si tu veux, c'est que ça va nous permettre aussi de sourcer localement, notamment sur la partie fruits et légumes. Donc ça veut dire qu'en parallèle de ça, vous mettez en place des process pour aller recruter des producteurs de salade de la vallée de Montesson. C'est ça. Qui sont donc certifiés bio. Exactement. D'accord. Donc là, en fait, 2020, c'est la réconciliation finalement du e-commerce et du local, et pas au travers de magasins physiques, mais avec une offre de service complètement green. Ouais. Et il y a une cohérence par rapport à l'ensemble du message que vous voulez faire passer. Parce qu'en fait, tu devances la question de fin que je voulais te poser et que je t'avais évoquée, parce que on parle commerce, e-commerce, développement durable, transition écologique. Même si on est aujourd'hui, quand on enregistre en hiver, il fait chaud quand même, il fait chaud dans le studio. Ouais, il fait chaud. mais on oublie peut-être qu'il y a 6 mois, c'était une canicule forte. On a battu des records de chaleur un peu partout. Ça a réveillé chez certains une forme de conscience par rapport à cette transition qui doit se mettre en place. Tu parles du local, tu parles bio. Ça va jusqu'où cette transition? Tu dis c'est fondamental pour nous partout. Tu as évoqué les emballages, tu as évoqué le transport. On peut aller plus loin? Ouais, on peut aller plus loin, si tu veux. Enfin, d'abord quelque part, les attentes des consommateurs vont de plus en plus loin. Enfin, tu vois, tout à l'heure, j'évoquais le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est une catégorie chez nous qui surperforme. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement intéressés par tout ce qui est zéro déchet. Donc, quand on parle zéro déchet, on entend. Tu veux dire quoi? C'est plein de choses. Zéro déchet, ça peut prendre plusieurs formes. D'abord, ça peut être la typologie des produits et des packaging de produits que tu vas choisir de vendre. Tu vas plutôt vendre du produit pas emballé ou peu emballé. Et ça peut être aussi après plein de produits non alimentaires qui te permettent d'accéder à du zéro déchet. Donc tu vois, je te prends un exemple. Aujourd'hui, nous, un produit qui cartonne, c'est ce qui remplace les films plastiques. On n'utilise plus de films plastiques. Tu sais, on a des tissus en d'huile, de cire, qui permettent de remplacer le film plastique alimentaire avec lequel tu fermes toutes tes barquettes, tes assiettes, etc. C'est un truc que tu réutilises maintenant, que tu utilises des milliers de fois. Bon, tu vois, c'est un exemple. Un truc bête, mais des pailles en métal. Des pailles en métal maintenant qui passent au lave-vaisselle. Tu n'utilises plus de... Enfin, tu vois, ça se décline. Tu vois, la gabegie du dentifrice. Dentifrice, c'est pas sur le truc, les tubes avec l'intérieur d'un truc de carton, etc. Bon, bah aujourd'hui, on vend du dentifrice solide, où t'as quasiment plus d'emballage. Et enfin, tu vois, ça se décline dans plein de choses, le zéro déchet. C'est pas juste. Mais alors, bien sûr, et il y a l'empreinte écologique de l'entreprise. Il y a pas très longtemps, j'ai interviewé un entrepreneur, peut-être que tu en as entendu parler, qui a inventé qui s'appelle Nicolas Rohr, qui a monté Fago. Une marque de vêtements. Ouais. Depuis le départ, le mec, il calcule son empreinte carbone et il l'annule. Ouais. Il met en œuvre ce qu'il faut pour l'annuler. C'est génial. Il y en a d'autres. Enfin, aujourd'hui, on est dans un environnement. Enfin, non, mais il y en a d'autres. Mais ce que j'aime bien, c'est évoquer en fait justement cette. C'est presque une philosophie dans l'entrepreneuriat. Dès le départ, il a cette conscience-là.
pour Greenwiz, c'est quelque chose qui fait sens de se dire on va calculer l'empreinte écologique. Ouais, on le fait à notre manière avec un certain nombre de choses qu'on garde plutôt en interne, mais si tu veux, c'est un peu la réflexion que je viens de te livrer sur comment et pourquoi on veut faire évoluer notre modèle. C'est dans cette logique-là. Moi, je suis comme toi, je suis catastrophé par l'évolution de l'état de la planète. Je pense que c'est terrible. Donc, je suis à la fois très pessimiste, si tu veux, quand je regarde la manière dont les choses évoluent. Et puis, en même temps, je suis quand même aussi optimiste. Si jamais on arrive à prendre conscience que c'est l'affaire de tous, que tout le monde doit s'y mettre et qu'on arrive à tous travailler ensemble, et donc je reviens à ce que j'étais là, et pas essayer d'opposer tout le temps les gens, mais plutôt d'associer tout le monde dans une espèce de grand mouvement général, je suis assez optimiste. Je vois qu'on est dans une société en France notamment qui fourmille d'initiatives. Tu parlais tout à l'heure de Fago, mais pour citer d'autres, le slip français, les jeans 1083 là, ou 1084, je ne sais plus d'ailleurs, mais bon, tu vois, il y a plein de marques, Veja, il y a plein de marques aujourd'hui qui sortent d'initiatives entrepreneuriales, de gens, on peut parler de Zeil, je ne sais pas si tu connais Zeil, c'est un outil super pour permettre aux entreprises de s'améliorer sur ces thématiques-là. Il y a plein de choses qui émergent tout le temps. Donc je pense qu'il faut vraiment pas traîner là. On est dans une situation qui demande à ce qu'on traîne plus. Mais, et puis par ailleurs, tu vois, ça va aussi passer, j'en reviens tout à l'heure à l'opposition qui est faite souvent entre biospé et grande surface. Ça va aussi passer par le fait que les grands géants de l'économie française se mobilisent dans ces thématiques-là. Si tu veux, ça ne se fera pas tout seul. Donc il faut que le peuple soit mobilisé, et ça, il l'est de plus en plus. Il faut que tous les entrepreneurs aillent dans ce sens-là, et il faut que aussi toutes les composantes de l'économie suivent. Mais si tout le monde s'y met, moi, je reste encore un petit peu optimiste sur l'avenir, mais il ne faut plus trop tarder, quoi. J'adore, c'est un super message de fin, je le garde parce que celui-là, je partage cette volonté de croire dans un futur qui peut être positif. Ouais. Mais il faudra qu'il y ait vraiment quand même une mobilisation gigantesque de tout le monde. Je dis pas l'inverse, mais voilà. Je crois que le constat, tu le poses bien, il y a une prise de conscience, il y a la nécessité de cette prise de conscience, mais on perçoit quand même qu'il y a des changements qui sont assez profonds qui s'opèrent dans la société, donc c'est bien de garder un message positif de fin. J'aurais adoré qu'on continue notre discussion pour parler un peu de l'évolution plus globale de Carrefour autour du food. Après, invite des gens de Carrefour, ils seront contents. Je vais inviter Alexandre, il va peut-être pas être dispo, mais je sais pas, Amélie Oudéa Castera, ouais, peut-être que propose-lui, elle sera volontaire pour venir nous raconter justement un peu cette transformation qui s'opère chez Carrefour. Avant le mot de fin, on peut te suivre comment ? Est-ce que tu es sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ou alors sur le site de Greenwiz ? Est-ce que moi je suis beaucoup Toi, comment on peut te suivre ? Ouais, je suis un peu sur LinkedIn, mais je poste pas grand-chose. Je suis pas trop sur Facebook. Si on veut te contacter, si quelqu'un veut te contacter, il passe par moi ? Ouais, par toi ou par LinkedIn. Je suis quand même assez accessible via LinkedIn. Okay. Il y a pas mal de gens qui me contactent via LinkedIn. Mais sinon, je suis pas hyper réseaux sociaux. Pas hyper réseaux sociaux. Très bien. Voilà. Merci Romain pour la qualité de cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux, je le répète. Pour faire connaître le podcast, partagez-le autour de vous, notez-le 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire au travers du site lesdigitaldoers.com et à m'envoyer un message. Merci et à bientôt. Au revoir.